problème. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en compagnie de Night et du docteur Bruyère ce matin, qui est le président de la Ligue contre le cancer départementale de l'Ain, et à qui nous allons poser toute une série de questions ce matin. Et ça va se présenter un petit peu comme une discussion tout à fait classique pour justement savoir qu'est-ce que c'est la Ligue, qui est le docteur Bruyère, etc., etc. Et puis on va parler aussi du cancer et des multiples cancers et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça et comment est-ce qu'on peut aider activement la Ligue. Bonjour tous les deux. Et bonjour. Bonjour à tous. Je voulais commencer aussi le live déjà pour vous remercier de votre présence ce matin, qui contribue du coup à être ensemble, à discuter un petit peu de la Ligue, de votre parcours, etc. Et je voulais aussi remercier tout le monde qui était présent hier soir, qui nous ont déjà permis de récolter du coup 915 € déjà en faveur de la Ligue. Vous êtes des grands malades quand même. Merci de m'accueillir. C'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi et impressionnante, bien sûr. Il faut pas, vraiment, ça va. Vous allez voir, ils sont gentils, ils sont cool. Vraiment, ça se passe très très bien. Et puis, ils ont l'habitude. Même nous, hein, quand on a commencé les lives, on est toujours un petit peu impressionnés aussi. Et il faut vraiment prendre ça comme un entretien d'interview. Et puis, il faut oublier. Alors, de temps en temps, vous allez voir, je vais aussi dire bonjour à des gens. C'est des gens qui sont dans le chat. Donc, on va dire bonjour à Rosa, on va dire bonjour à Dave, on va dire bonjour à Bakou, salut Nounou, et bonjour Mandou, bienvenue, bienvenue. Eh ben, allez, c'est parti. Du coup, on va... tu attaques les... Oui, allez, on attaque les hostilités, disons. Alors, déjà pour, du coup, toute la communauté qui nous regarde, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je suis médecin, docteur Jean Bruyère, je suis médecin, je suis à la retraite. Je suis toujours, mais je n'exerce plus, j'étais gastro-entérologue. J'avais un service à l'hôpital à Fléria, un cabinet en ville. Je travaillais dans les deux cliniques, puis dans la clinique Convert quand elles se sont réunies. Et j'ai lancé dans le Rhône et dans l'Ain l'endoscopie digestive. J'ai été le premier à en faire. Les gastroscopies et les coloscopies. D'accord. Voilà. J'allais vous poser la question justement. Vous avez anticipé ma demande. Et du coup, quel a été votre parcours tout au long de votre carrière en tant que médecin ? Vous avez fait toute votre carrière dans le coin ou vous avez un petit peu bougé dans toute la France ? Non, j'ai fait mes études à Lyon. D'accord. Et puis, à la fin de mes études, j'ai fait beaucoup de remplacements de médecine générale, en particulier à Givors. Et parallèlement, je faisais ma spécialité de gastro-entérologue. Et puis, il y a eu un poste qui s'est libéré. À l'époque, il y avait beaucoup plus de candidats que de postes. Donc, j'ai sauté dessus. Tendance qui s'est bien inversée aujourd'hui. C'est bien inversé aujourd'hui, oui. Et donc, je suis arrivé à Bourg. Je ne connaissais absolument pas la ville. J'étais venu une fois à l'âge de 11 ans pour visiter Brou avec mes parents. Mais je ne connaissais absolument pas ma ville. Et ma femme avait une carrière qu'elle a interrompue d'ailleurs pour pouvoir me suivre. Et voilà. D'accord. C'est quand même un beau parcours, puis un beau choix de vie aussi. Ouais. Depuis quand êtes-vous dans la Ligue ? Pardon ? Depuis quand êtes-vous dans la Ligue ? Depuis 1980. D'accord. Et j'imagine que vous avez commencé comment, en tant que bénévole ou directement en tant que médecin En tant que bénévole médecin, oui. Au début, je n'y faisais pas grand-chose parce que j'avais tellement d'activités professionnelles que je n'avais pas de temps. Et puis, sur la fin, je me suis plus engagé. Et je me suis retrouvé président, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure hors antenne. Mon prédécesseur a annoncé à une assemblée générale qu'il arrêtait. Tout le monde s'est tourné vers moi et moi je me suis retourné pour voir qui regardait derrière moi. Je n'étais pas au courant. Du coup, c'est pas ce qu'on appelle une élection, c'est un plébiscite. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, enfin, c'est pas quelque chose que j'ai réclamé. Hein.
Mais c'est bien, Ça vous est tombé dessus. c'est ça, c'est qu'il vous faisait confiance et qu'il savait que vous Voilà. auriez pu être. Enfin, vous Et étiez pas d'ailleurs, prêt pour le mes rôle. 6 derniers mois d'exercice ont été infernaux parce que j'avais encore mon cabinet et déjà la Ligue, donc ça a été Ah oui, quelque chose de... j'imagine. Oui, parce qu'on disait tout à l'heure, justement, en antenne, que le fait d'être président de la Ligue au niveau de l'Ain, c'est vraiment un plein temps pour vous. Ah, c'est largement un temps plein. Je fais à peu près 1000 km par mois pour la Ligue parce que le département est très grand. Ah oui. Entre Oui, le c'est Pays très de Gex, vaste. Saint-Trivier-de-Courte, Belay et Trévoux, ça fait beaucoup de Oui, ça fait surface. beaucoup de kilomètres, Voilà. ouais, effectivement. Et vous allez en fait voir les différents pôles qu'il y a de la Ligue. Pour, Alors nous les avons réunions. 15 délégations qui organisent différentes manifestations. Ça peut être n'importe quoi et le contraire, à condition que ce soit moral, entre guillemets, et que ça rapporte de l'argent. Et donc j'essaye, dans la mesure de mes possibilités, d'aller les voir. D'accord. Oui, de toute façon, c'est le but aussi de notre opération à Even, c'est aussi d'amener notre pierre à l'édifice pour Voilà. amener des liquidités à la Ligue. Et bonjour Satellite, bonjour, bonjour. Et merci pour la grosse force que tu envoies. Est-ce que vous pourriez nous présenter, en gros, pour les personnes qui ne connaissent pas, la Ligue? Alors la Ligue contre le cancer, c'est une association qui a été créée en 1918 par le ministre de la Santé aux armées à l'époque. Et actuellement, il y a une ligue, un comité départemental par département. Il y a 103 comités, y compris l'outre-mer. Il y a 103 comités, donc c'est des associations loi 1901 qui sont fédérées avec un siège de la fédération qui est à Paris. D'accord, donc la Ligue en soi, c'est une fédération d'associations. C'est une fédération d'associations loi 1901. Et pour en parler tout de suite, ça nous met à l'abri, si vous voulez, des débordements de l'ARC de l'époque. J'allais justement y venir. Parce que l'ARC, c'était une structure pyramidale, tout remontait dans les poches du président Crosmary. Qui lui avait permis justement de s'en mettre plein l'époque, Voilà. à défaut de l'association. Alors que nous, au pire, si un département dérapait, ça n'irait pas très très loin, financièrement. Oui. Voilà. Enfin, Oui, non, mais c'est Ça vaut pas- plus prudent et puis c'est bien de le préciser justement Voilà. parce que moi je suis né en 1980, donc je me souviens justement de cette affaire de l'ARC où j'avais été très révolté à l'époque parce que je trouve ça immoral, les gens qui se permettent ce genre d'action, d'aller se servir dans les poches d'une association caritative. Je trouve ça... Ça a fait un tort considérable. Et il ne se passe pas 2 mois sans qu'on m'en parle encore. Et qu'on me dise, si vous voulez de l'argent, demandez à Crosmary. Ben, je ne demande pas mieux, mais il est mort, ça fait 20 ans. Oui, c'est ça. Puis vous y êtes pour rien, vous payez pour des actes que vous n'avez pas commis, donc c'est Voilà. assez Mais dommage. j'imagine que ça a eu un impact assez terrible au niveau des dons. À l'époque, il y a eu À l'époque. vraiment eu une chute, oui. Une chute verticale, oui. Oui. Ouais, c'est ce qui est fou. Hein. Bonjour Irawen et bonjour Haru. Coucou. Donc Arunel qui est une des streameuses qui fait partie de l'équipe de un event. Alors, quelle est aujourd'hui la mission principale de la Ligue contre le cancer? Alors, on a 4 missions, en fait. Si je vous les classe par ordre financier, par importance financière, c'est l'aide à la recherche, c'est un gros morceau. L'aide aux malades et aux proches, prévention, dépistage et information. D'accord. Information, ça consiste à faire je fais à peu près une vingtaine de conférences par an, sauf les mois d'été. Ça occupe beaucoup de temps, mais ça coûte rien. Oui. Ça coûte que le gasoil pour mettre dans la voiture, ça, c'est tout. Oui, j'imagine, mais ça vous demande quand même beaucoup de temps. Mais c'est Donc bien. ce je sont trouve les ça. 4 missions de la Ligue. D'accord. Et j'imagine que du coup, en fonction des besoins, quelles sont les priorités actuelles de l'association? Alors les priorités, bon, ça consiste à récolter suffisamment d'argent pour pouvoir assurer nos missions. On s'est engagé vis-à-vis de 9 équipes de chercheurs de Lyon. Il n'y a pas de recherche dans l'Ain. Donc on choisit 9 équipes de jeunes chercheurs de Lyon et on s'engage auprès d'eux pour 3 ans, éventuellement renouvelables.
Donc il faut qu'on gagne suffisamment d'argent pour pouvoir les financer suivant notre promesse, J'imagine. d'une part. D'autre part, on a des messages à faire passer, notamment sur la prévention et le dépistage, où là, on voudrait vraiment essayer de faire démarrer les choses. J'imagine, oui. Il y a un gros souci, là. C'est aussi un peu le sens de notre idée de vous faire venir en direct avec nous sur Internet. C'est justement pour aller titiller ça, parce qu'on touche un public qui est sans doute plus jeune que le public qui est touché plus régulièrement par la Ligue, parce qu'en général, quand la Ligue rentre, quand une association comme la Ligue rentre dans nos vies, c'est que c'est déjà trop tard, en fait. En tout cas, sur le côté sensibilisation et prévention, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que soit c'est un proche, soit c'est nous-mêmes qui sommes touchés par cette maladie. Et du coup, c'est dommage qu'on ne vous rencontre pas avant. Et c'est aussi le souhait qu'on avait émis en voulant vous représenter sur Internet et récolter des fonds pour vous. C'était pour votre association, hein, pas pour vous, attention. Ne me faites pas dire que je ne l'ai pas dit là-bas. Je vous connais tous là-bas. Mais l'idée, c'était ça, c'est d'aller aussi chercher le côté prévention, etc. Parce qu'en fait, le cancer, vous me dites si je me trompe, mais en fait, si vraiment on fait attention à la prévention et on est attentif à ce qui se passe dans nos corps et on va voir le médecin pour faire des dépistages au moment où ils nous les sont demandés, on peut éviter quand même des cancers ou les prendre à temps. Ah, absolument. Alors, notre action sur la prévention a plusieurs volets. D'une part, l'action contre le tabac. Le tabac est à l'origine de la moitié de tous les cancers. Et en France, il tue 78 000 personnes chaque année. C'est plus que les accidents de la route. Ah ben, les accidents de la route, c'est 3 000 maintenant. Oui, donc on est à un ratio à Impressionnant. 20 fois plus, quoi. Oui, oui. Et donc, on a une grosse action auprès des enfants de CM2. Ils sont suffisamment éveillés, suffisamment développés pour comprendre ce qu'on leur dit. Et donc, on essaye de les informer sur le tabac avant qu'ils n'arrivent en 6e. Parce que quand ils vont arriver en 6e, il y a un grand bête de 3e qui va leur proposer une première cigarette. Et on essaye de leur donner des éléments de réponse pour pas qu'ils perdent la face et qu'ils ne soient pas ridiculisés vis-à-vis de leurs copains. Sur le coup de la clope en 6e, je plaide coupable. C'est là que j'ai commencé. Donc c'est une très grosse action qui mobilise dans chaque classe 2 bénévoles à la fois, qui font 2 séances de 2 heures espacées de 2 semaines. La première séance de 2 heures consiste à expliquer ce que c'est que le tabac, ce qu'il y a dans la fumée, ce qui est les différents produits chimiques, la respiration, comment ça se passe, etc. On essaye de pas leur... Au début, on était parti la fleur au fusil en expliquant la maladie, et puis les petits rentraient chez eux en disant « Maman, le monsieur, il a dit que tu allais mourir. » Oui, non, c'était pas le but. Pédagogiquement, du coup, c'est un peu raté. C'était pas notre but. Donc, on insiste beaucoup plus maintenant sur le bénéfice qu'ils auront à ne pas fumer. Ils auront plus de mémoire, ils courront plus vite, ils nageront mieux, etc. Oui. Donc, première séance de 2 heures. Pendant les 2 semaines qui suivent, l'instituteur leur fait faire des affiches, des poèmes, des choses, enfin des œuvres eux-mêmes. Et la deuxième séance, c'est le rendu de leurs œuvres avec la critique de leurs œuvres. Pourquoi tu as dessiné ça? Tu aurais pu le dessiner autrement. Explique-moi, etc. C'est très intéressant, c'est bien pour les jeunes en plus. Voilà. Alors on a une quarantaine de bénévoles qui ne font pratiquement que ça. C'est d'anciennes institutrices ou d'anciens instituteurs, d'anciens professionnels de santé, et ils ne font pratiquement que ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est notre premier volet prévention. Et puis le deuxième volet, c'est d'essayer de convaincre la population d'aller aux dépistages qui sont organisés. Dépistage du sein, dépistage du côlon et dépistage du col de l'utérus. Ouais. Parce que ça ne démarre pas, on n'arrive pas à le faire démarrer. Dépistage du cancer du sein, ça fait 20 ans que ça existe. Il n'y a même pas encore une femme sur 2 qui y va. Ouais. Et le côlon, c'est 30. Chez les hommes, ça doit être encore... Le côlon, c'est 38%. Oui.
Mais chez les femmes, je sais que je parle du coup en tant que femme. Souvent, nos gynécologues, les sages-femmes, nous conseillent pas forcément des mammographies ou des choses comme ça tant qu'on n'a pas un âge fixé. Et je trouve dommage parce que ça peut arriver à n'importe quel âge. Alors, effectivement, les mammographies chez les jeunes femmes, c'est d'interprétation beaucoup plus difficile. Et puis, c'est hors dépistage systématique. Le dépistage systématique, c'est 50-74 ans. C'est pas de la médecine, c'est de la santé publique. Donc, on a choisi une tranche d'âge où la maladie est très fréquente, en sachant qu'il y en a avant et qu'il y en a après. On a choisi là où il y en a le plus. D'accord. Et c'est dans cette tranche d'âge, le cahier des charges oblige à une deuxième lecture de tous les clichés normaux. D'accord. Quand un cliché montre quelque chose, bon, il n'y a pas besoin d'une deuxième lecture. Si c'est positif, c'est positif. Par contre, si les clichés sont négatifs, ils sont tous revus par un deuxième radiologue. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on essaye aussi de convaincre, c'est les mammographies avant 50 ans, avant la ménopause, c'est plus compliqué parce que, on va pas rentrer dans trop de détails, mais enfin, les seins sont beaucoup plus denses et les clichés sont beaucoup plus difficiles à interpréter. Par contre, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est que les femmes prennent l'habitude de s'auto-palper et de s'auto-examiner. Ok. Mais ça s'apprend. Hein. Il faut pas. C'est juste un Oui, j'imagine. apprentissage. Il faut un apprentissage Est-ce que paraprofessionnel. du coup, les médecins généralistes sont formés à... Alors, les généralistes, les infirmières qui sont formées, les gynécologues, évidemment, et puis les sages-femmes. Les sages-femmes elles ont une formation maintenant, c'est presque des médecins. Enfin, elles sont... Oui, c'est vrai que pour en avoir rencontré, ayant eu un enfant, elles sont. Enfin, moi, je préfère aller auprès d'elles que, par exemple, un autre médecin plus Alors, spécialisé. j'avais 2 donateurs à remercier. Je voulais remercier Ded, parce que hier, je t'ai zappé, mon grand. Donc, merci beaucoup pour ton don. Et Satellite, t'es un grand malade. Merci énormément pour ton don de 30 €. Merci beaucoup. À l'instant, là, En tout début de au live, mais début je de l'ai pas live. vu passer. Incroyable, merci beaucoup. Voilà, donc on augmente grâce à vous la cagnotte encore en plus en faveur de la Ligue. Merci pour la Ligue, oui. Donc c'est vraiment génial. Peut-être que vu que vous avez parlé du tabagisme, on peut peut-être rebondir sur quelques questions un peu plus actuelles avant de Oui. continuer le fil conducteur concernant tout ce qui est un peu cigarettes électroniques qui est arrivé très récemment, entre guillemets. On en parle plus depuis quelques temps actuellement. Donc on avait Ouais, quelques donc, questions. moi, j'avais des questions par rapport à ça, parce que je vapote, moi, mais sans nicotine à l'intérieur. C'est juste une question de geste, en fait. Mais je sais que c'est pas bon pour la santé. Et justement, je voulais savoir où est-ce qu'en sont les recherches au sujet de la cigarette électronique. Comment la science se positionne par rapport à sa nocivité? Alors, la position philosophique de la Ligue est la suivante vis-à-vis du vapotage. C'est un des bons moyens d'arrêter de fumer. Très bien. Il faut certainement pas que les enfants commencent par la cigarette électronique parce que ça, c'est la voie royale pour la vraie cigarette. Au bout de 6 mois ou d'1 an, on peut être sûr qu'ils passeront à la vraie cigarette. Et puis, on déconseille de dépasser 6 mois d'utilisation D'accord. parce que les produits qui sont mis dedans sont des produits qui sont fabriqués en Chine, en Inde. C'est pas des aliments, donc c'est pas contrôlé par le contrôle alimentaire. C'est pas des médicaments, donc c'est pas contrôlé par le contrôle des médicaments. Donc il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord. D'accord. Alors si vous n'utilisez pas de nicotine, c'est déjà une bonne chose parce que la nicotine n'est pas cancérigène, mais c'est la nicotine qui entraîne les accidents vasculaires parce qu'elle contracte les vaisseaux. Donc elle est responsable d'artérite, d'infarctus, d'AVC. Et donc, les gens qui vapotent de la nicotine ont le même risque que s'ils fumaient sur le plan vasculaire. D'accord. Ah, Et puis on commence. Bonjour du lardon. Bonjour le lardon. C'est mon fils. On commence à publier les premiers articles montrant le danger, les accidents de santé dus aux produits du vapotage. Ah, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup pour l'instant de retour vraiment. C'est compliqué de Vraiment, trouver. non. On a des On vient de- bruits de couloirs qui tournent, par exemple, sur Internet. Il y a on avait vu des articles sur le fait qu'il y avait certains arômes de cigarettes qui étaient plus dangereux que certains autres, Oui. comme par exemple la cannelle ou ce genre de choses-là.
Après, le problème, c'est qu'Internet, c'est un peu une terre hostile au niveau de l'information, et du Ouais. coup, on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais il y a quelques articles qui viennent d'être publiés dans des revues scientifiques de haut niveau, donc comme Science ou Nature, des revues qui ont plusieurs prix Nobel dans leur comité de lecture, donc c'est vraiment des revues de tout premier plan. Et on a quelques articles qui ont montré des problèmes pulmonaires chroniques liés au vapotage. D'accord. Ok. Et ces problèmes, ce sont des problèmes de réduction de volume pulmonaire, De bronchite chronique, D'accord, de- plus des sensibilisations à certains germes, certaines maladies, facilitées par la cigarette électronique. Oui, puis l'insuffisance, l'imperméabilisation des bronches qui fait que l'oxygène passe moins bien, et puis D'accord. Donc Voilà. le même effet au final qu'une cigarette. Voilà. Donc il y a effectivement 6 mois d'utilisation maximale. On rappelle un peu les choses. C'est bien pour arrêter de fumer, c'est la meilleure voie pour arrêter de fumer. C'est une des bonnes voies, oui. Une des bonnes voies, Oui. mis à part l'arrêt sec. Mais là, après, on est plus sur une question de volonté et c'est chacun en face du miroir qui peut gérer ce genre de choses-là. Vous conseillez 6 mois d'utilisation maximale. Voilà. Ah bon, parce que au bout de ces 6 mois, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit de l'apparition de certains symptômes. C'est ça? Ben, on gère pas, on maîtrise pas le risque au-delà de 6 mois. Oui, et puis c'était aussi par rapport aux produits et Voilà. à la composition des C'est ça, produits. On ne oui. sait pas ce qu'il y a dedans, C'est ça. effectivement. En fait, la toxicomanie du tabac, c'est dû à la nicotine. Oui, C'est une vraie toxicomanie, c'est une drogue dure, c'est difficile de s'en passer, mais le manque dure 3-4 jours, le vrai manque. le vrai manque de nicotine, oui, c'est 3-4 jours. C'est 3-4 jours où c'est vraiment on grimpe au rideau. Ensuite, c'est l'habitude qui manque. C'est ça. Ouais, c'est l'habitude, la ponctuation de la journée. Enfin, moi, je vais parler de ce que j'ai vécu par rapport à ça, par rapport à l'arrêt de la cigarette. Je me suis aperçu qu'à l'usage, la cigarette, en fait, me servait à ponctuer mes actions dans la Oui. journée. C'est-à-dire, je faisais une tâche, Hmm. je me récompensais. À quelque part, c'est un peu ça, hein, c'est un système de récompense par Ah rapport oui. à À soi-même. base de dopamine, oui. De dopamine complètement. Et j'allais chercher ma dopamine, je finis une tâche, je fume une cigarette. Je refinis une tâche, je refumais une cigarette. Et le problème, c'est justement d'essayer de créer cette dopamine, mais autrement, au final. Et c'est vrai que je pense que c'est ça le plus dur dans l'arrêt de la cigarette. Oui. Parce que, Et puis- effectivement, la nicotine, ça va, c'est facile. Mais cette récompense immédiate qu'on a quand on allume la cigarette, ça, c'est plus difficile, parce qu'il faut trouver le plaisir ailleurs. Et ça, c'est compliqué. C'est un peu une habitude, c'est un automatisme. Le téléphone sonne, on prend une cigarette. La tasse de café, on prend une cigarette. Oui, La pause en bas de l'immeuble, on prend une cigarette. Mais c'est des mauvaises habitudes. absolument. Et ça, les mauvaises habitudes, en quelques jours, on s'en débarrasse. Ah bah Dead qui est un copain streamer qui dit j'ai promis à mon fils que j'arrête la cigarette en mai, le combat va commencer. Bah on est tous avec toi mon grand, Plein de courage, mon Dead, en tout parce cas. que c'est pas facile. Et puis je sais qu'en plus toi tu clopes beaucoup, mais ouais tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Regarde, on va tous en sortir de cette clope, enfin voilà. Tu vois bien, t'as le même âge que moi, gros, et c'est pas le moment de lâcher la rampe par rapport à ça, quoi. Bats-toi, et on est là. Et puis dans les moments moins bien, parce que tu verras, il y a aussi des moments S'il y a moins des bien. soucis, dans tu la nous réflexion. écris, tu sais que c'est aussi la beauté de nos rencontres Twitch, c'est qu'on est dans le lien des vrais copains. Et on se soutient tous au fur et à mesure des épreuves qu'on peut traverser. Et c'est une drogue. Des années après, moi, j'ai été un très grand fumeur. Des années après, je suis les gens dans la rue pour Ouais, mais qui fument. Hein. c'est vrai que, alors au tout début, quand on arrête de fumer la cigarette et qu'on s'est débarrassé de l'addiction, on va dire, pure primitive du truc, Oui. l'odeur du tabac est absolument insupportable. Mais après, je me surprends de temps en temps, quand je passe à côté d'une terrasse d'un café ou quelque chose comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de fumer,
Juste aller chercher mon petit shoot d'odeur du tabac. Et puis on garde des flashs de 5 secondes de désir. Absolument. Mais il faut pas céder. Bon, c'est sûr que si on a une cigarette devant le nez, il faut pas céder. En fait, c'est pas Mais évident. bon, C'est je pas rappelle facile. que c'est quand même la moitié des cancers qui est liée au tabac. Hein. Oui, c'est La ça. moitié de tous les cancers. Et après, les autres concerts sont distribués sur toute la, comment on pourrait dire, sans dire la gamme, parce qu'on n'est pas dans un magasin, mais on va dire toutes les formes que peut revêtir le cancer. Bah, oui, enfin, le tabac est responsable, c'est une évidence, cancer du poumon, cancer de la gorge, cancer de la langue, également cancer de la vessie. Ok. Oui, par voie d'élimination. du Par coup. voie d'élimination, il n'y a pratiquement pas de cancer de la vessie chez les non-fumeurs. Et le cancer de la vessie, c'est quand même assez épouvantable, parce que J'imagine. Ouais. il faut la remplacer par une poche. Hein. Oui, donc là, après, la gestion. C'est encore Bonjour Wang, bienvenue. Un des amis streamers. Un du des coup. amis streamers Voilà. de l'équipe encore qui vient d'arriver sur le stream. D'accord. Voilà. Moi, j'avais plein d'autres questions, mais sur la cigarette électronique, c'était à peu près tout. Je peux basculer vite fait sur Ouais, une question mais sur fais la donc. crème solaire. Mais oui, vas-y, comme ça on aura fait le tour. Alors, depuis septembre 2024, beaucoup d'articles sont écrits au sujet de la crème solaire protection 50+, à porter toute l'année. Quelles sont vos recommandations par rapport à ça? Ou qu'est-ce qui serait recommandé par rapport à cette crème solaire exactement, par rapport au cancer de la peau qui Alors, pourrait donner le on assiste actuellement à une explosion des cancers de la peau, qui est le résultat des années 80-90, où tout le monde se mettait tout nu en permanence, Et ultra exposé. ultra exposé, la génération barbecue. Oui. Un quart d'heure par livre de chaque côté. J'aime beaucoup. Bah toi tu peux pas de toute façon. Avec Moi, ta je peau, peux c'est pas trop. possible. Non. Après, même si au fil des années, ma peau s'est un peu habituée, c'est vrai que je suis un peu moins sensible que petite. Vous ne serez jamais bien bronzé. Mais non, avec mes taches de rousseur, je bronze. Mais sinon, non, je suis toute blanche. Oui, c'est vrai que du coup il y a une recrudescence. Ah, il y a une recrudescence, oui. Bon, parallèlement, le traitement des mélanomes a fait des progrès considérables depuis quelques années, mais véritablement, c'est une révolution avec l'immunothérapie. D'accord. L'immunothérapie a trouvé là vraiment un créneau extraordinaire et on a, on peut le dire, pratiquement ressuscité des gens qui avaient des métastases partout et on les a pratiquement guéris, ils sont retournés au travail. D'accord. Mais bon, il est préférable de ne pas en arriver là quand même. Oui, Oui, j'imagine. non, mais Donc, il est bon de se couvrir. On voit quand même de moins en moins sur les plages de petits enfants tout nus qui courent. Ah oui, non, ça c'est. En général, ils sont habillés. Il faut savoir qu'un t-shirt mouillé laisse passer les ondes, laisse passer les ultraviolets. Donc, quand il est mouillé, il faut le changer. Enfin, ça va, niveau peau, je suis calée. C'est l'inconvénient des trous, c'est qu'on Et est très puis, sensible. ben, il faut tartiner. Les Australiens, qui sont un pays où il y a énormément de mélanome parce qu'ils ont beaucoup de soleil et qui sont sous un trou d'ozone, donc ils se prennent les ultraviolets plein pot, eux, ils conseillent une balle de ping-pong toutes les 2 heures de crème solaire. D'accord. Ah oui. Nous, le tube, il fait 2 saisons. Voire même si à la 3e on le jette pas parce que voilà, il est à moitié tout sec. Voilà. Voilà. Oui. Donc, il faut vraiment tartiner et retartiner sans arrêt. C'est important. Et oui, Wang, tu as raison, c'est très très français, les enfants tout nus sur la plage, c'est vrai que c'est un phénomène très français. Enfin, après, tu le retrouves aussi en Espagne, en Italie aussi, mais c'est vrai que dans les pays plus au nord de l'Europe ou dans les pays anglo-saxons, ça n'existe pas. Oui. Mais parce qu'on n'a pas la même... culturellement, on n'a pas la même approche de ça aussi, et de la nudité aussi dans les différentes cultures. C'est ce qui explique aussi ça. C'est d'ailleurs un des, entre guillemets, litiges, parce que c'est rigolo avec mon mari quand on a eu notre fils, les premières années de plage, même maintenant, il a grandi, il faut que je le rachète, je le couvre de la tête aux pieds. Le chapeau anti-UV, le truc à manches longues anti-UV, le short qui arrive jusque-là, et je le badigeonne de crème, quoi. Oui. C'est vraiment, en plus, il est tout blond, donc Ouais. ça le fait sourire, mais c'est bien. Mieux vaut trop protéger que pas du tout. C'est vraiment important, je trouve. Oui, on va se servir un verre d'eau, Rosa. Alors, Oui. Rosaline, qui est ma modo, qui dit il faut boire, il faut que vous buviez. Ah ben, il faut boire Est-ce que également, vous oui, voulez un au petit soleil, verre d'eau oui.
Vous voulez boire un petit verre d'eau? Non, bien Pas de sûr, il souci. n'y a pas beaucoup de soleil dans la pièce quand même. Voilà, en ce moment où il fait pas trop chaud. Bon, ça va. Et j'avais une dernière question aussi. J'avais une dernière question sur le tabagisme aussi. Je suis désolé, je pose les questions dans le désordre, mais c'est ce que je vous disais, hein, c'est une discussion. Depuis ces 10 dernières années, on va dire, quelles avancées réalise la France sur sa connaissance des méfaits du tabagisme passif? Et est-ce que, moi je voulais aller dans une extension de la question, sans aller dans le côté polémique parce qu'on n'est pas là pour ça, mais est-ce que la loi d'interdiction de fumer dans les établissements publics a réellement changé quelque chose par rapport à ça? Ça a été quand même une très bonne chose, l'interdiction de fumer dans les trains, dans les aéroports, dans les aérogares, dans les avions, dans les lieux publics, dans les restaurants, c'est une très bonne chose parce que c'est quand même le tabagisme passif, c'est une réalité, ça existe. Et puis bon, bah, c'est jamais agréable de manger chez Georges Blanc et puis d'avoir la fumée du cigare du voisin. Ça gâche Ah, beaucoup ouais, du tout à fait. plaisir quand même, hein. Alors, je vais être à la fois pessimiste et optimiste. Pessimiste en ce sens que la France est vraiment un très mauvais élève, en ce sens qu'on est dans les pays développés, on va dire, c'est sûrement en France qu'on fume le plus. D'accord. Et ça a augmenté. Le nombre de fumeurs a augmenté au cours des 10 dernières années, alors qu'il a descendu au Royaume-Uni et qu'il a chuté aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont réussi à inverser la tendance, c'est-à-dire que chez nous, le fait de fumer pour un jeune, c'est valorisant, il devient grand, il devient adulte, il devient... Le mythe de Lucky Luke. Voilà. Aux États-Unis, maintenant, de plus en plus, le fait de fumer, c'est comme de ne pas se laver les pieds ou d'avoir les oreilles sales. C'est bas de gamme. Ok. Et donc, bon, quelqu'un qui fume, bah, Ouais, Oui. ils Voilà. ont un côté junkie là-dessus. donc on est encore les mauvais élèves. Par contre, on constate depuis quelques années que les jeunes de 20 ans fument moins que la génération précédente. Ça, c'est déjà positif, c'est bien. Donc, voilà. Petit à petit, les choses ont peut-être évolué et on l'espère. Ouais, oui, bah, je pense que la nouvelle génération qui va arriver, là, ceux qui sont aux alentours de 20-25 ans, là, ont une vision aussi de ça. Oui, Et puis, ils n'ont pas été élevés dans les mêmes choses que nous. Je pense que Ded ou Qatar pourront le dire sur le chat, puisqu'ils sont dans la même tranche d'âge que moi. Mais nous, on a grandi avec les Grands Prix de F1, avec les Marlboro marqués sur les voitures. On a grandi avec les pubs au cinéma pour les vendeurs de tabac. On avait à la télé en direct des gens qui fumaient et qui buvaient de l'alcool en direct. On avait ça aussi. Donc on Alors, avait tous ces exemples-là. Je parle de ça vraiment dans les années 80, hein, puisque moi j'ai des souvenirs de télé de cette époque-là où vraiment on érigeait vraiment, comme vous disiez, la cigarette comme quelque chose qui était fait pour les adultes. C'était représentant du monde des adultes. alors, ce qui nous navre à la Ligue, pas spécialement dans l'un, mais à la Ligue nationale, c'est que tous les films français, on voit que des gens qui fument. Regardez les derniers films que vous avez pu voir, tous les gens fument, mais vraiment comme des cheminées. C'est vrai. Oui, Alors, c'était quelque chose, moi, que j'avais constaté aussi, parce que je suis très cinéphile, et par exemple, si on reprend on va dire, vieux films, même si pour moi, c'est pas des vieux films, Tonton Flingueur, etc., ça clope sans arrêt. Oui, C'est évident, mais c'est l'époque. oui. Et en fait, effectivement, dans le cinéma français, cette chose-là n'a pas bougé. oui. C'est-à-dire que le héros ou le anti-héros va fumer, va cloper très très souvent. Oui. Alors que ça n'amène rien au personnage. Enfin, en tout cas, c'est mon Oui, mais point ça, de vue. ça amène des sous aux producteurs. On est tout à fait d'accord. Il y a quelques mois, j'ai entendu à Europe numéro 1, un dimanche matin, à une heure de grande écoute, à 9 h du matin, la présidente nationale de Philippe Maurice. Et vraiment sans vergogne, elle annonçait qu'il faisait des recherches pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent du tabac. Le tabac chauffé, enfin, ils sont pleins d'idées. Et comme ils ont, comme on dit, un fric de dingue, ils peuvent acheter n'importe quoi et n'importe qui. ça me dépasse ce genre de. Ah, mais elle le disait, mais vraiment de façon. sans vergogne et outre.
C'est impressionnant, quoi. Enfin, je veux dire. À 9h du matin sur Europe 1. Et oui, bon, tu as raison, hein, la clope a été un effet de mode sur notre génération aussi. Et puis, Wong dit, rappelle-toi les réactions des gens quand tu avais jamais essayé de fumer. Hmm. C'est vrai que quand on était gamin et qu'on disait, ben non, moi j'ai jamais fumé, en tout cas ceux qui le disaient, parce que moi je ne pouvais pas le dire, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de mise à part dans le groupe social parce que, ah ouais, mais lui il a jamais fumé, machin. Alors que, bah, commencez jamais, quoi, tout simplement. Ouais. Le meilleur moyen d'arrêter de fumer, c'est de jamais Jamais commencer, commencer. soyons bien clairs. Voilà. C'est pour ça qu'on a cette grosse action auprès des petites CM2. Mais c'est très bien. Ça, c'est des Mais actions c'est utiles. un boulot parce qu'on informe entre 2000 et 4000 enfants par an. Ouais. Ça avait un peu C'est chuté, énorme. ça avait un peu chuté au moment de la Covid parce que les écoles étaient fermées, nos bénévoles, on ne voulait pas trop les exposer à la maladie non plus, donc c'est quand même des gens retraités d'un certain âge. Et vous essayez de passer dans toutes les classes du département, du coup? Alors non, on va dans les écoles qui nous le demandent. On D'accord. on force aucune porte. On va dans les écoles où le directeur ou l'instituteur nous en fait la demande. J'en parlerai Ah, à l'école de mon fils. Ça, par Justement, contre. c'était la question, parce qu'on est tous les deux parents, et il y a plein de parents qui nous regardent aussi ce matin. Et du coup, est-ce que les parents peuvent contacter Bien sûr. les écoles, Bien sûr. les alerter sur ce Bien sûr. sujet-là, leur dire Bien la sûr. Ligue a cette opération, parce que je suppose que ça se retrouve dans toutes les fédérations, ce genre d'opération-là. Tel À qu'on peu près. tel qu'on l'a fait nous, on est assez unique. Ah, voilà, mais il faut exporter le concept, du coup. Ouais. Voilà, on est assez unique. C'est avec l'accord de l'inspection d'académie, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça a dû changer de nom. Oui, certainement. Enfin, on a l'accord de l'inspection d'académie pour les écoles publiques et l'équivalent pour les écoles privées. D'accord. Donc ok. on est couvert de ce côté-là. Et puis d'autre part, on crée depuis une dizaine d'années des espaces sans tabac avec un affichage, une décision communale du maire et du conseil municipal de définir un espace sans tabac, en général devant les écoles, ou devant les crèches, ou devant les jardins d'enfants. C'est ce qu'on a. Jules est à Saint-Louis, sur Bourg, du coup. C'est ça. Et il y a tout l'espace devant Voilà, délimité. Donc il y a une affiche particulière qui est, elle, nationale, Mhm. et puis c'est en général C'est marqué, matérialisé. matérialisé par un trait vert devant le... Très vert. Et puis, De façon à ce que les petits qui sortent de l'école ne voient pas leur mère ou leur père en train de fumer, Mm. qui n'est pas cet exemple sous les yeux, parce qu'ils ont envie de reproduire l'exemple des grandes personnes. Oui, Totalement. Donc on a créé une centaine d'espaces sans tabac déjà dans le département, c'est génial. et il y a un effet tache d'huile, c'est-à-dire que quand un village a son espace sans tabac, le village voisin a envie d'avoir le même. Mais c'est très bien, justement. C'est des Voilà. bonnes choses. Voilà. Surtout protéger un maximum nos enfants. Je trouve que c'est Et important. quand il y a un conseil municipal junior, c'est lui qui est chargé de faire l'étude, en général. D'accord. Oui, bah, c'est bien, ça. Ça les motive, ça les mobilise. Oui. Ah, c'est génial. C'est des bonnes Donc, choses. C'est du Ted, positif, c'est bien. Ded, qui est en Bretagne, lui, et qui travaille aussi au niveau des écoles, Ouais. dit pareil, chez nous, il est interdit de fumer devant l'école. Donc voilà, on retrouve ça C'est ça. sur tout le pays. Et je- Ah ben, les espaces sans tabac, l'un a été. Ils avaient choisi 30 départements témoins, donc l'un en faisait partie, et maintenant ça a été généralisé à tous les départements. C'est très bien. C'est une très très bonne chose, moi, je trouverais. Alors, il y a juste Qatar, et après on va passer sur un autre sujet que le tabac, mais qui dit depuis que je ne fume plus, l'odeur de la cigarette me dérange fortement. Je ne sais pas si l'effet est décuplé car je suis un ancien fumeur, mais c'est très négatif chez moi, ça me rend mal et je suis obligé de partir. Et Ben, ça veut dire qu'il a retrouvé ses capacités olfactives. c'est C'est ça. tout. En fait, tu t'es aperçu que ça pue Oui. le tabac. C'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'en fait, tu as regagné ton odorat de base. Exactement. Parce que rappelle-toi la première clope, ça sent pas forcément bon. Et puis quand tu avales la fumée la première fois, en général, tu tousses bien derrière. Donc,
c'est là en fait où on se dit il y a quelque chose qui s'est joué dans l'histoire où c'était pas où on n'avait pas les câbles qui étaient branchés comme il faut à ce moment-là parce que si on avait les câbles branchés comme il faut à ce moment-là on aurait balancé le truc, on aurait dit plus jamais ce truc-là. Mais non, parce que comme on disait, parce que nous c'est notre génération aussi Qatar ou Wang ou Dead, c'est notre génération où on a été élevé sur cet effet de pub par rapport au tabac. J'avais une question aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup on n'est pas rentré dans le sujet. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour accompagner les patients et les familles? Alors, on a plusieurs niveaux d'aide. On a d'une part une écoute, parce que l'annonce est tellement épouvantable à percevoir que les gens n'impriment pas ce qu'on leur dit. Même si on leur a, et j'en suis convaincu, très bien expliqué à l'hôpital ce qu'il en était, les études montrent qu'on n'imprime que 20% de ce qu'on vous raconte. Donc, il m'arrive relativement souvent de recevoir des gens avec leur famille pour leur réexpliquer ce qu'on leur a déjà dit il y a 8 ou 15 jours dans l'établissement de soins. Moi, j'ai le temps parce qu'il n'y a pas un autre rendez-vous qui piétine derrière, donc s'il faut y passer 1h30, j'y passe 1h30, etc. Oui, c'est-à-dire que les personnes, soit les familles, soit les patients qui sont touchés par la maladie, rentrent dans un espèce d'état de choc au moment Oui. de l'annonce. Absolument. Et vraiment, je vais parler d'état de choc. Ah oui, Il ils reçoivent une cheminée sur la tête. qui soufflent sous vos pieds à ce Ils moment-là. reçoivent une Donc, cheminée sur la tête, oui. Oui. Absolument, oui. Donc, fatalement, par ces entretiens, vous amenez pédagogiquement plus la chose et puis l'acceptation de... Je leur explique les choses en reformulant ça 2 ou 3 fois avec des termes différents, en n'utilisant pas des termes médicaux, scientifiques compliqués, ou si je vois qu'ils ne comprennent pas, en expliquant le terme, etc. D'accord. Ouais, on est vraiment sur un entretien pédagogique avec les patients ou la famille. C'est une écoute, oui. Et une écoute pour vraiment les accompagner dans l'annonce de la maladie, quoi. Voilà. Donc il y a ça. L'écoute sur rendez-vous, enfin le rendez-vous peut être du jour au lendemain. Il n'y a pas date, il n'y a pas de liste d'attente. Cette écoute peut rejoindre aussi le numéro vert que vous avez mis en place ou c'est quelque chose de différent? Non, c'est sur le téléphone de la Ligue. D'accord. Téléphone de la Ligue qu'on trouve dans l'annuaire. Pas de souci. Au 04 74, je ne sais pas par cœur parce que je ne m'appelle Pas de jamais. souci. Donc il y a ça. Il y a d'autre part, on est sous contrat avec une quinzaine de psychologues cliniciennes du département. Ok. On essaie de couvrir petit à petit tout le département. Et donc c'est nous qui offrons les consultations de psychologues aux malades et aux proches. Parce que c'est une action qui existe depuis une vingtaine d'années à peu près. Et on constate au fil des années que les malades en ont de moins en moins besoin, parce qu'ils sont de mieux en mieux encadrés à l'hôpital. Ils voient le médecin généraliste, ensuite ils voient le chirurgien, ensuite ils voient le radiothérapeute, ils voient le chimiothérapeute, ils voient les infirmières qui leur font la chimio. S'ils ont des questions à poser, les malades peuvent les poser et avoir des réponses. Oui, puis les soignants aussi se sont formés avec le Exactement. temps, totalement. Alors que les proches, eux, ils voient passer les balles et personne ne s'occupe d'eux. C'est ça. De plus en plus, c'est les proches qui ont besoin d'une aide psychologique. Donc nous offrons ces consultations, jusqu'à 5 consultations par malade et par an, par malade et par proche. Hein. S'il y a 5 personnes dans la famille, ben ça sera 5 fois 5 consultations. D'accord. Hein. Voilà, donc ça c'est nous qui payons, ils n'ont rien à payer. On a une commission d'aide sociale qui, elle, vient en aide financièrement aux gens qui sont dans la panade à cause de la maladie. Et ça, le cancer est une cause de précarité financière très rapide. Parce que si on n'est pas fonctionnaire et si on ne travaille pas dans une boîte qui a une assurance particulière, au bout de 3 mois, le salaire est divisé par 2. Donc ça va très vite. Et puis, malheureusement, les hommes ne sont pas d'un courage extraordinaire et
tout au moins dans cette commission, on voit assez souvent des femmes qui ont été abandonnées quand la maladie a été annoncée. Mm. Donc généreusement, je te laisse la maison, la piscine et la voiture et les enfants, mais je m'en vais. Ouais, ça, c'est vrai. Donc l'entretien de la piscine, l'entretien de la maison, l'entretien du chauffage et l'entretien des enfants, voilà. Oui, ça fait... Non, puis Avec un salaire divisé par 2, c'est ça. ça a vite fait plonger. C'est le genre de réaction que je comprends pas. J'ai eu discuter ça avec un ami et c'est des choses, enfin, pour moi, quand on aime une personne, que ce soit nos grands-parents, etc., on est censé être là Je pour dis la bien, soutenir. je mets un bémol, hein, c'est dans la commission d'aide sociale qu'on voit ça. Je ne veux pas dire du tout que c'est la règle générale. Oui, non, c'est pas une règle générale. mais Et c'est vrai que c'est un scénario qui existe. au- et qui arrive. Ça Au existe, contraire, enfin, je vais parler par expérience personnelle. À l'annonce du cancer de ma mamie, c'est vrai que du coup, ça nous a fatalement, hein, c'est triste, hein, mais on a vraiment eu une force de famille avec ma maman ensemble à soutenir ma grand-mère. Et vraiment, enfin, ça nous a Oui, encore oui. plus rapprochés que ce qu'on était Non. déjà, évidemment. J'ai Ceci noté dit- ta question, hein, Wang. J'ai noté ta question. Ceci dit, il y a des proches qui ont un rôle absolument admirable, hein, un comportement absolument admirable. Moi, je dis bien, c'est dans notre commission d'aide sociale Oui. qui regroupe quand même des cas très Oui, particuliers. j'imagine. Voilà. Vraiment, Ouais. c'est des choses qui... Dernière action qu'on est en train de mettre sur pied, c'est pas encore, mais ça va être opérationnel d'ici l'automne, je pense. C'est ce qu'on appelle les patients ressources. Patients ressources, c'est une notion tout à fait nouvelle. Ce sont des gens qui ont eu la maladie, qui ont guéri, qui sont tirés d'affaire et qui viennent apporter leur expérience. Soit il y a certains patients ressources qui apportent leur expérience aux malades en leur disant, bon, vous allez avoir une chimiothérapie, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ci, vous allez avoir tels effets secondaires pour lutter contre ça, enfin, qui donnent des conseils de leur expérience. Et d'autres patients ressources qui, eux, vont voir les soignants pour leur expliquer les inconvénients qu'ils ont ressentis vis-à-vis des traitements, pour essayer que les soignants améliorent leur façon d'être. Je trouve ça génial. C'est bien, je trouve, de mettre en place. Donc, on est en train de rechercher 6 à 8 personnes, patients ressources. Alors, ils vont avoir une formation. Il y a quelqu'un de Paris qui va descendre pour les former. Une formation de 2 fois 2 jours, parce qu'on ne lâche pas dans la nature des gens Oui, en j'imagine. formation. Et donc, ensuite, ils seront opérationnels. Voilà. Je trouve ça bien parce que c'est vrai que pour beaucoup, je pense, après à voir si les personnes qui sont présentes valident ou pas, quand on n'est pas touché directement des traitements, de comment ça se passe, ça reste encore très flou, hein, presque tabou. Et je trouve que c'est bien de pouvoir, justement, de nos expériences, y faire remonter, en parler. Et puis pour les soignants, moi j'ai été médecin, donc je sais Oui. de ce dont je parle. C'est des choses qui sont tellement quotidiennes et tellement évidentes qu'on ne pense même plus à les expliquer. Oui. Parce qu'elles sont tellement évidentes pour nous. Alors que pour le malade, lui, c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Je sais, Wang, ça arrive, ça arrive. C'est la prochaine question qui va partir, t'inquiète. Et ben on l'écoute. Je crois que vous êtes demandé, je crois. Il y a Wang justement qui fait une réflexion. Il dit j'aimerais qu'on parle de demain. Comment voyons-nous le futur des cancers et surtout les traitements et les solutions qui sont amenées. Et est-ce qu'on a Tu pouvais pas attendre ce genre de questions, non, c'est juste Non, là, en non, fait. Il pouvait pas. Il pouvait pas. Je parle au chat. Bah voyons, comme si on ne te connaissait pas, toi. C'était une de mes questions, justement, juste après Ah ouais. qu'on allait y venir, donc... Mais du coup, comment est-ce qu'on avance sur ça? Alors, on avance de façon considérable depuis 6 à 8 ans. La recherche thérapeutique en cancérologie a fait des progrès extraordinaires avec les thérapies ciblées et surtout avec l'immunothérapie récente. On arrive vraiment, ce que je disais tout à l'heure à propos des mélanomes, on arrive vraiment presque à des résurrections de cas qui étaient condamnés auparavant. Alors, le problème, c'est les cancers rares. On a d'ailleurs un jeune chercheur qui fait une étude sur les cancers rares. C'est des cancers où il y a 150 cas par an en France, donc c'est impossible de faire des études. Ouais. Et donc, il va faire une étude française et européenne de façon à regrouper un nombre important de cas. L'exemple que je cite toujours de cancer rare, c'est le cancer du placenta chez la femme enceinte.
Vous n'en avez jamais entendu parler. Non, Et imaginez l'horreur que ça représente. oui, mais j'imagine bien, oui. Et donc, il y a une centaine de cas par an en France. Il y a 2 cas à Lille, 1 cas à Brest. Donc, c'est impossible. Donc, c'est des femmes qui sont traitées avec des chimiothérapies d'il y a 50 ans. D'accord. Elles ne bénéficient pas de recherche, elles ne bénéficient pas des nouvelles thérapeutiques parce qu'il n'y C'est a pas... un peu des cancers, maladies orphelines, quoi. C'est qui ça. sont très, très C'est rares et C'est donc ça. pas recherchés. C'est ça. C'est ça. Par contre, donc, je vous dis, on arrive de plus en plus à guérir. Bon, le cancer du sein, on guérit à peu près près de 90% des femmes maintenant. Il y a encore certains cancers comme le cancer du poumon dû au tabac et le cancer du pancréas qui sont des horreurs pures, qui ont des taux de guérison de 12 à 15%. Mais Mais sinon, c'est parce qu'ils sont plus difficilement appréhendables et soignables ou parce qu'ils sont plus difficilement détectables? alors, pour le cancer du poumon, il y a une étude qui est en train de se faire pour faire un dépistage systématique par scanner à basse irradiation Ok. chez les grands fumeurs. Donc ça va se lancer sûrement. Il y a quelques départements qui sont choisis comme départements témoins. Voilà, pour une fois. Oui, mais bon. C'est On ne que peut pas ça être mangé à toutes les sauces non plus. Et donc on pense qu'il y aura un camion scanner qui va circuler et qui ira chercher les gens. C'est génial, ça. Voilà. Par contre, d'autres cancers comme le cancer du pancréas, lui, c'est un problème énorme parce qu'il donne des symptômes qui ressemblent à rien. Les gens digèrent pas très bien, ils ont des gaz par en haut, par en bas, ils ont vaguement mal dans le dos, ils ont un peu mal au ventre, ils se sentent un peu barbouillés. Et ça pendant X mois, et puis quand on fait le diagnostic, c'est juste avant le... C'est déjà trop tard. Oui. C'est déjà très très loin dans la maladie. Et malheureusement, en termes de statistiques, quand les médecins donnent une espérance de vie, je sais que pour ma mamie, on lui a donné 6 mois et ça a été très rapide, malheureusement. En avant sur ces sujets-là, moi, ce qui me met un petit peu en inquiétude par rapport au cancer dans le quotidien, etc., c'est par exemple quand j'entends le discours des hommes de mon âge qui disent non, mais moi, je vais pas aller à mon rendez-vous chez le médecin dès 45, machin, parce que je vais le dire vulgairement, mais c'est comme ça qu'on va en parler, parce que c'est comme ça qu'on en parle quand on est entre mecs. On va pas dire les choses autrement. Entre mecs qui ne sont pas médecins, ne prenez pas ça pour vous, docteur, hein, mais il est hors de question que j'aille chez le toubib pour me prendre un doigt dans le... Voilà, en gros, c'est ça. Votre vie compte, quoi. Et faites vos dépistages, c'est pas compliqué. C'est pas agréable, je suis d'accord, mais il faut le faire. Moi, j'ai un slogan, les dépistages, quels qu'ils soient, c'est 3 minutes d'inconfort pour 30 ans de vie. Voilà, Et ben voilà. c'est super bien retourné, résumé. Mais vous ne croyez pas si bien dire, il n'y a pas très longtemps, je suis allé faire une intervention sur les cancers masculins dans une usine où il n'y avait que des hommes pratiquement, en dehors de la directrice qui était une femme. Mais ils ne pouvaient pas imaginer d'aller se faire examiner. C'était impensable pour eux. Bon, c'était des hommes normaux, 40 ans, 50 ans, enfin des gens, c'était pas des vieillards séniles, hein. Et c'était impensable pour eux d'aller se faire examiner. De même, dans un autre ordre d'idée, il n'y a pas très longtemps, on a fait un truc sur Octobre Rose sur le cancer du sein, et une femme qui m'a affirmé qu'elle avait lu dans un journal scientifique féminin du style Gala ou... Ah. Hein, C'est la grande lecture scientifique. voilà. Elle avait lu que le fait de faire une mammographie avec la compression provoquait le cancer. Je lui ai dit que c'était pas vrai, mais je n'étais pas crédible, je n'étais pas... Et j'avais une question, pas trop dans la suite, mais ça fait 2 fois qu'on parle de l'immunothérapie. Pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est la différence entre ça et la chimiothérapie pure du Alors, la chimiothérapie consiste à tuer des cellules, partant du principe qu'une cellule qui se reproduit est beaucoup plus sensible aux produits toxiques qu'une cellule qui est stable, qui ne se reproduit pas. Or, les cellules cancéreuses se reproduisent à la vitesse grand V. Donc,
en utilisant ces produits toxiques, on estime qu'on va tuer beaucoup plus de cellules cancéreuses que de cellules saines. Mais il va quand même y avoir des débordements et des effets secondaires. Hein. Bon. Première chose. Deuxième chose, il est prouvé maintenant que quand on embête une cellule cancéreuse, elle fait une mutation pour se rendre Invisible. invisible Ok. au traitement. Donc ce qui complique, c'est-à-dire que le traitement qui a bien marché en janvier, si les gens font une rechute en décembre, ben, le même traitement ne marchera pas parce que les cellules auront toutes fait une mutation dans la mutation. cellule qui fait que... Alors, les thérapies ciblées, elles, vont agir sur une protéine au sein de la cellule, une protéine qui répare l'ADN, qui fait ceci, qui fait cela, en agissant de façon ponctuelle. Et puis l'immunothérapie, elle stimule l'immunité du malade de façon à ce que ce soit lui qui vienne lutter contre le cancer. Parce que le cancer est une espèce de corps étranger. Notre organisme a une immunité qui lutte contre les corps étrangers, contre les microbes, contre les bactéries, contre les virus. Quelle que soit l'intrusion, un corps étranger, bon, bah, il y a des globules blancs qui viennent se mettre autour, et puis voilà. Donc, le cancer est un corps étranger qui stimule donc l'immunité. Mais ce n'est pas un corps vraiment étranger puisqu'il vient de nous. Donc, il stimule modérément notre immunité. Donc, les traitements actuels consistent à stimuler notre immunité de façon à ce qu'elle soit plus capable de... Et puis d'autre part, on a constaté également qu'autour des tumeurs cancéreuses, il y avait toute une frange de globules blancs qui normalement auraient dû attaquer, mais qui dorment. Parce que les cellules cancéreuses sécrètent quelque chose qui endort les globules blancs. Ah oui, d'accord. Et donc, un des traitements consiste à réveiller... À aller chercher ces forces de l'ordre-là, les secouer pour qu'ils se mettent en place. Les réveiller pour qu'ils soient en place. Alors, c'est un peu la corde raide, parce que si on les réveille trop, on va provoquer une leucémie. Mais oui. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y avait encore un point, mais je l'ai oublié, ça reviendra. Pas de souci. Pas de souci. Il y a une question de chat aussi. Wang qui pose la question, quelles sont les idées fausses sur le cancer? Je ne sais pas où tu veux aller là-dessus, Wang, mais je pose ta question comme tu l'as posée. Est-ce que tu peux nous préciser ta question, s'il te plaît, Wang? Parce que des idées fausses sur le cancer... il y en a des wagons. Il y en a des wagons, oui, la transmission. Est-ce que tu veux parler les fausses a priori, tu penses que c'est ça, Dave? Parce que il y a aussi toutes les histoires de... Est-ce que, du coup, comme dans ma famille, il y a eu tel type de cancer, j'ai tant de pourcents de chance d'en avoir héréditairement? Alors, premièrement, c'est pas contagieux. C'est pas parce qu'on fréquente quelqu'un qui a un cancer qu'on risque de l'attraper. D'autre part, les cancers héréditaires, ça existe, ça représente 7 à 8% des cas, pas plus. Okay. D'accord. Et c'est centré sur des cancers spécifiques? Ben, ça peut être, il y a certains cancers du côlon qui sont familiaux, certains cancers du sein qui sont, c'est le cas d'Evangelina Jolie, Ah oui. Ouais. qui était porteuse d'un gène particulier familial et qui s'est fait opérer préventivement des seins et des ovaires parce qu'elle était sûre d'avoir un cancer avant 60 ans. Ok. Bon, mais ça, c'est des cas qui sont très particuliers, qui sont très connus et qui sont liés à un gène qu'on a identifié. Donc, on cherche le gène chez les descendants. S'ils sont porteurs du gène, on applique un traitement préventif. S'ils ne sont pas porteurs du gène, on peut les laisser courir, ils ne risquent rien. D'accord. Et puis, entre les deux, il y a des formes un peu où on n'a pas encore trouvé le gène, mais on le trouvera un jour. C'est des familles où il y a plusieurs cancers du sein, il n'y a pas de gène vraiment, mais on sait que la mère, la tante, la sœur ont eu un cancer du sein, donc ça incite quand même à bien surveiller. Ouais. Ok. J'ai aussi des questions parce que justement, comme vous avez expliqué au début, il y avait beaucoup de demandeurs de postes pour le poste et là, on a inversé un peu la tendance malheureusement à l'heure actuelle. Malheureusement, on manque de médecins. Comment vous faites avec la Ligue pour lutter contre les inégalités d'accès aux soins? Parce que ça, c'est un peu une question, j'imagine, compliquée.
On a pensé à tout pour vous embêter. Hein. Ça m'embête pas, mais une de mes fonctions qui n'était pas prévue au départ, c'est de trouver un médecin, un généraliste ou un spécialiste à des femmes ou des hommes d'ailleurs, qui changent de département, qui arrivent dans l'un. Ils étaient suivis pour un cancer là où ils étaient, et puis ils arrivent dans l'un et ils n'ont pas de médecin, ils n'ont pas de spécialiste. Donc c'est une de mes tâches et c'est pas facile. Oui, j'imagine. Oui. Parce que même pour moi, quand j'ai besoin d'un médecin, ben, c'est compliqué d'arriver à trouver quelqu'un. Oui, c'est même affolant, je trouve. Ça fait même peur, entre guillemets, d'arriver à un désert médical presque. C'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y a, parce que si on veut se faire soigner, il faut directement aller à Fleria. Même pour les enfants, il n'y a plus de pédiatre. C'est vrai que Ça devient de plus en ouais, plus c'est compliqué. compliqué, mais comme les gens dans le chat pourront le confirmer, je pense que c'est pas que l'un, malheureusement. Ah, c'est pas que là, non? C'est que en France, en général, on manque cruellement de médecins, de proximité déjà, ne serait-ce que pour des dépistages de base, etc. C'est vrai que ça pourrait être super important quand on parle que du sujet du cancer, mais même en général pour l'accès aux soins, euh, on manque de médecins de partout. Et je suis sûr qu'en Belgique d'ailleurs, ça doit être la même chose, puisque Rosa, tu pourras confirmer. L'accès aux soins, de toute façon, en plus avec les déremboursements qu'il y a eu aussi, etc., deviennent de plus en plus compliqués Oui, pour c'est les gens. c'est pas un problème médical, c'est un problème politique en fait. Ça a été une politique aberrante depuis les années 80. Et, enfin, je veux dire, c'était de la simple arithmétique. On savait qu'un médecin, ça travaillait jusqu'à 65 ans. Il y avait tant de médecins. Ceux qui atteignaient 65 ans telle année, ben, il fallait les remplacer. Et puis, bon, c'est comme ça, la féminisation de la profession fait qu'à 5 heures, il faut que les mamans aillent chercher les enfants à l'école, qu'elles soient médecins ou qu'elles soient n'importe quoi. Et actuellement, il y a une étude qui vient de sortir qui montre que quand un généraliste s'arrête, il faut 2,3 médecins pour le remplacer. Pour des questions de plage horaire. C'est le chiffre officiel. Hmm. Oui. Oui, c'est Mon énorme. ancien médecin traitant qui est parti à la retraite l'année dernière n'avait pas retrouvé repreneur après Oui. lui parce qu'en fait, lui c'était un médecin généraliste à l'ancienne qui avait un nombre de patients absolument monstrueux et il passait sa vie Oui, oui. dans son cabinet et du coup il n'a pas trouvé repreneur de son cabinet parce qu'en fait il fallait les gars les médecins qui voulaient reprendre disaient mais nous il faut qu'on soit 2 ou 2,5 pour reprendre ce... Ouais, moi, je travaillais de 7h30 du matin à 8h le soir non-stop, sans déjeuner. Et quand je suis parti à la retraite, ces deux femmes qui m'ont succédé, qui sont remarquables du point de vue technique, elles sont remarquables, meilleures que moi d'ailleurs, mais il fallait 2 personnes pour me remplacer. Il y a Qatar qui pose une question, il dit j'ai une question, oui pour une fois, quand une personne de notre entourage, ami ou famille déclare un cancer, comment pouvons-nous lui apporter au mieux notre aide et notre soutien? Je ne sais pas si je m'exprime correctement, désolé. Si, elle est très bien ta question, Qatar. Donc c'est juste savoir comment est-ce qu'on peut apporter au mieux notre aide et notre soutien à une personne, amie ou famille qui... Bon, déjà en les écoutant, sans forcément faire de phrases, mais en les écoutant s'exprimer, en se déchargeant de leurs craintes, de leurs hantises, de leurs soucis, déjà l'écoute. Apporter une écoute active. Une écoute active d'une part, et puis d'autre part en les aidant sur le plan matériel, parce que l'hospitalisation est de plus en plus courte. Quand on se fait opérer, au bout de 4-5 jours, on est chez soi. On a le choc opératoire, le choc du diagnostic, le choc psychologique, tous les chocs possibles, plus le choc opératoire, et puis au bout de 4 ou 5 jours, on dit, bon ben, on vous donne un rendez-vous pour la radiothérapie tel jour, et puis etc. Et donc les gens se retrouvent chez eux avec le jardin à faire, le ménage, la lessive, le repassage, les enfants. Donc on peut les aider à ce niveau-là. C'est simplement être présent autour d'eux. Être présent et puis leur donner l'aide dont ils ont besoin sans qu'ils la réclament forcément. Il y a une image qui correspond, enfin dans mon esprit, qui correspond assez bien à cette maladie. Ça vous est sûrement arrivé d'être assis dans un train et il y a un train à côté qui se met en route.
et vous voyez les autres qui partent et vous êtes immobile. Et la maladie, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la Terre entière continue et que vous êtes coincé. J'ai presque tout survolé. J'avais encore des questions un peu Vas-y, plus vas-y. techniques, enfin techniques. Oui et non, pour qu'on se rende compte un petit peu. Quels sont pour vous les principaux moyens de financement de la Ligue? Enfin, financiers, qui vous permettent de rentrer de l'argent pour pouvoir justement avancer dans les recherches, avancer dans des projets, des choses comme ça. Alors, l'origine de nos sous, c'est d'une part, on a un journal qu'on appelle l'Espoir, qui est un appel de fonds dans lequel j'essaye de mettre des informations locales et générales sur le cancer. Les manifestations qu'on fait, mais en même temps, s'il y a une recherche qui pointe le bout de son nez, j'en parle. Dans le dernier, par exemple, je parle du dépistage systématique du cancer du poumon, dont on parlait tout à l'heure, ou le dépistage du côlon, etc. Donc voilà. Et notre journal d'espoir, c'est un trimestriel qu'on envoie à 20 000 personnes, à peu près 15 à 20 000 personnes, 4 fois par an, donc trimestriel. On a également toutes les manifestations qu'on organise, alors ça peut tout être et le contraire. Ça peut être une pièce de théâtre, un concert, une paella, une pétanque. Il n'y a pas très longtemps, on a fait un grand concert à Equinox, avec les Chœurs de France. Voilà, enfin, toutes les manifestations possibles et imaginables qu'on peut faire pour récolter des sous. Et puis, il y a également, malheureusement, les quêtes à l'occasion de décès, ou le plus souvent de décès, malheureusement, mais ça peut être aussi des quêtes pour un mariage ou pour un baptême. Si la mère ou la grand-mère est décédée d'un cancer, ben, à l'occasion du mariage ou à l'occasion du baptême, on décide de faire une quête pour la Ligue. Voilà. Et puis, bon, ben, les subventions communales, ça diminue comme neige au soleil. Il y en a de moins en moins parce que les communes sont de moins en moins riches. Donc voilà, l'origine de nos sous, c'est ça. Et est-ce que à l'heure actuelle, avec ce que vous arrivez à récolter, est-ce que le financement pour la recherche est aujourd'hui à hauteur des besoins? Ou ça commence à être bloqué? Parce que j'imagine plus c'est poussé, plus c'est technologique et plus évidemment il y a un budget derrière. Et... Oui. Euh, bon, comme je le disais au début, je ne peux pas publier les comptes tant qu'ils n'ont pas été approuvés par l'Assemblée générale. Mais Mais une ordre d'idée. d'une année sur l'autre, on a augmenté de 12% nos rentrées. D'accord. Donc, c'est une bonne association qui marche bien. Donc, Autant ça mieux. nous permet. L'année dernière, on finançait 8 équipes. Cette année, on peut en financer 9. Ça, c'est des bonnes choses, c'est positif justement. Voilà. C'est bien. Et comme je vous le disais, on s'engage sur 3 ans à les financer. Donc, on s'engage à verser une somme qui est définie, qui est précisée, qui est annoncée sur 3 ans. D'accord. Ok. Qui ne doivent pas dépenser. Donc, ils savent sur quoi ils peuvent compter. D'accord. Et puis, pour eux, c'est net. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de... Oui, c'est vraiment un don brut Voilà. qui tombe dans leur poche. Et vraiment, enfin, il y a un certain... Et on finance des jeunes équipes, et il y en a quand même un certain nombre, et un nombre certain, pour qui ça a vraiment permis de démarrer. Et ça, ils viennent et ils nous le disent. Ils viennent à notre Assemblée Générale, et chaque fois, ils nous remercient. Et c'est d'ailleurs passionnant de les écouter, parce que c'est des gens qui sont suprêmement intelligents et extrêmement simples. Et c'est pas du tout des grosses têtes. Bien souvent. Voilà, c'est des gens qui sont extraordinaires. Et si vous voulez, un jeune chercheur, c'est comme quelqu'un qui sort d'une grande école, qui a un beau diplôme, qui cherche son premier emploi, et on lui dit « Qu'est-ce que vous avez comme expérience ?» Ben, j'en ai pas. Ben, écoutez, je garde votre CV. Quand vous aurez un peu d'expérience, vous reviendrez. Le jeune chercheur qui a une belle idée, il veut des sous, on lui dit « Qu'est-ce que vous avez publié déjà ?» Ben, rien, parce que je démarre. Ben, écoutez, vous reviendrez quand vous aurez publié dans Nature ou dans Science. Et à ce moment. Donc, nous, on leur donne l'argent qui leur permet de faire la première publication, et ensuite, ils sont lancés. Et une fois qu'ils ont fait la première publication, la deuxième vient facilement, et après, c'est les financements officiels qui tombent. C'est bien de pouvoir donner de la chance à tout le monde, parce que il y a de bonnes idées, je pense, qui mériteraient attention et qui peuvent vite être jetées de côté. Et vous n'avez pas idée de combien les jeunes chercheurs sont mal payés. C'est incroyable. Ça m'étonne même pas.
Bac plus 12 ou Bac plus 15, ils sont payés 2000 € en CDD. Oh la vache, c'est une honte, c'est honteux. C'est fou. C'est honteux. C'est juste fou. En CDD, hein. C'est C'est compliqué. juste fou. Alors, il y a Qatar qui revient sur une question et il dit: j'ai sûrement raté la réponse. Mais le dépistage du cancer du côlon se fait à partir de quel âge et quel autre cancer pouvons-nous dépister de façon préventive? Alors le côlon, c'est 50-74 ans, comme le sein. C'est pareil. Ça s'adresse aux femmes et aux hommes, bien entendu. Et bon, c'est un dépistage qui prend mais vraiment 30 secondes, c'est pas 3 minutes, là, c'est 30 secondes. On fait ça chez soi, tout seul, dans sa salle de bain. C'est parfaitement simple. Ça demande un geste. On met dans un tube, on met à la poste, on a la réponse 10 jours après. C'est vraiment d'une simplicité. Et est-ce qu'on peut le faire de manière préventive ou est-ce qu'il faut être dans cette tranche d'âge 50-78 pour avoir accès justement? Pour avoir accès, normalement, c'est la tranche d'âge 50-74. D'accord. Ok. Mais bon, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas d'antécédents familial et qui n'ont pas d'antécédents personnels Ok. de maladie intestinale et qui n'ont pas de symptômes. Ok. Si on, Donc, a, ça peut être déclenché avant, bien sûr. si on a des symptômes, il faut aller d'emblée à la coloscopie. Il ne faut pas passer par le test. Ok. Parce que le test, il cherche des gouttelettes de sang, partant du principe qu'un polype ou qu'un cancer saignote par-ci par-là, Alors, mais il ne saignote pas en permanence et on pourrait en passer à côté. Ok. Donc quelqu'un qui a des symptômes doit avoir une coloscopie. Et avant 50 ans, a fortiori, s'il a des symptômes, il faut qu'il ait une coloscopie. moi, j'avais une dernière question, mais c'est peut-être plus personnel pour vous. Quelle a été l'action ou le projet dont vous êtes le plus fier en tant que président? Le plus fier, je ne sais pas, c'est fier. Enfin, je n'étais pas tout seul à le faire. C'est les différents concerts qu'on a fait à Equinox, D'accord. parce que ça a drainé entre 1200 et 3500 personnes. Oui. Et ça a quand même été chaque fois un an de boulot, avec une petite équipe de 6-8 personnes, dont chacun avait une tâche bien définie. Et puis, chaque fois, ça a été une belle réussite. Hein. Il y a Ded qui dit: moi, je dois faire 45 coloscopies si je ne me trompe pas, vu que ma mère a eu un cancer du côlon. Attends, Ded, peut-être qu'une seule suffira déjà? C'est-à-dire, si sa mère a eu un cancer du côlon, il faut effectivement qu'il ait une coloscopie. Si la coloscopie est négative, il pourra attendre 5 ans avant la prochaine. Voilà. Donc tu vois, t'en fais une et après t'as une pause de 5 ans. On est pas mal. Par contre, si on lui trouve un polype, là, il y aura un contrôle plus rapide. Est-ce que sur le chat, vous avez d'autres questions à poser? Parce que nous, on a vraiment fait le tour de ce qu'on avait vraiment envie de voir avec vous pour leur présenter. Ah, alors Chatter qui dit: donc je vais avoir 40 ans bientôt. Mon frère en a 37 et a déclaré un polype. Dois-je donc aller me faire dépister? Oui, Voilà. oui, il n'y a pas de nuance, c'est oui. Voilà, tu as ta réponse, Chatter. Oui, tu dois aller te faire dépister. Alors, les coloscopies maintenant se font toutes sous anesthésie générale légère, donc c'est beaucoup plus simple pour les patients, mais la préparation est toujours indispensable. Parce que s'il reste des matières, on ne voit rien. Ouais. La préparation est astreignante. Bon, c'est 3 jours de régime et puis une préparation où il faut boire la potion magique. Laquelle potion magique se boit d'ailleurs beaucoup plus facilement si on met du jus de citron dedans et si on la boit fraîche. Parce que la température ambiante, elle est légèrement sirupeuse et écœurante, alors que si on la met dans le réfrigérateur avant, elle est beaucoup plus facile à avaler. Vous pouvez prendre note d'ailleurs pour Voilà, ouais. Voilà. des petites astuces données. Je C'est n'ai toujours fait plus que agréable. 45 000 coloscopies, donc je sais de ce Voilà. dont je parle. Et Oh j'en là ai eu là. personnellement 3. 45 000. Impressionnant, c'est des Bon, chiffres. Qatar nous dit: super, bon, je reviens. Il te faudra prendre rendez-vous Oui. déjà, voilà, mais ne t'improvise pas à faire le truc toi tout seul chez toi, ça ne marchera pas avec ta webcam. Non. De toute façon, je ne vois pas à qui tu vas pouvoir envoyer les images, donc non, calme-toi, va voir un médecin, fais ça comme il faut.
Mais oui, voilà, les questions, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce qu'on a la chance d'avoir le docteur Brière avec nous ce matin, qui, au deal du départ, m'avait dit je vous consacre 1 heure. Enfin, c'est sa secrétaire qui m'avait dit le docteur va vous consacrer 1 heure. Et là, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est ensemble en direct. C'est un plaisir. Oui. Et voilà, on se prend au jeu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, que ce soit par rapport à la Ligue, que ce soit par rapport au cancer, que ce soit par rapport à tout ça. Il y a un truc un peu folklorique que la Ligue a créé il y a il y a 15 ans à peu près, c'est ce qu'on appelle le colon tour. Le colon tour, c'est un colon gonflable. Vous voyez les châteaux forts sur les plages où les enfants sautent? Oui. Ben, c'est la même chose, c'est un colon en forme de colon, en forme d'arc de cercle, qui est gonflable, dans lequel on peut se promener, et dans lequel il y a des diverticules, des polypes de différentes tailles, un cancer, etc. Et donc on emmène les gens dedans, on les promène en leur expliquant ce qu'on rencontre et en répondant à leurs questions. Ah, c'est sympa. C'est à la fois aussi un peu ludique et ça permet de montrer Exactement, oui. à beaucoup de personnes. Donc il est venu, on l'a fait venir 2-3 fois à Bourg, et puis récemment j'étais à Oyonnax et dans le Pays de Gex pour ça. D'accord. Et ça, c'est un objet qui appartient à la Ligue nationale et qui tourne sur les différents départements. Oui, oui. Il y en a trois colons tours qui font le tour de France. Ah, voilà, tu vois, Qatar, tu peux te renseigner sur la venue du colon tour dans ton coin en Bretagne, et du coup, tu pourras voir exactement ce que les médecins voient Voilà. pendant une coloscopie. Et la dernière fois, c'était à Thoiry. Non, c'était à Val-Expo, à Oyonnax. Il y a 15 jours, 3 semaines de ça, il y a une dame qui est venue qui m'a dit j'étais venu il y a 3 ans pour visiter le colon tour. Vous m'avez persuadé de faire le dépistage. J'ai fait le dépistage, on m'a trouvé un petit cancer. Qui a été pris justement. Qui a été pris, elle a été opérée, il n'y a pas eu de chimio, il n'y a pas eu de radiothérapie, rien, elle est guérie. Et vraiment, elle venait pour me remercier. Ah, c'est chouette. Vraiment, ça, c'est touchant. Ah, bah, j'imagine, oui. Ça fait plaisir. J'imagine, justement, ça peut être une question qui peut nous amener à la conclusion de cet entretien. Là, tu as posé la question par rapport à la Ligue, etc., mais dans votre carrière aussi, est-ce que vous avez une anecdote marquante ou heureuse ou à nous raconter, un souvenir de médecin, un témoignage de médecin, vu que vous étiez dans cette branche particulière, de rien? Non, enfin, j'ai un certain nombre de malades qui me reviennent en mémoire, mais c'est pas forcément des histoires vraies. Notamment une jeune femme qui s'appelait Ève, à qui j'avais trouvé un cancer du rectum, elle avait même pas 30 ans. Et le chirurgien a essayé de lui conserver son sphincter, de lui éviter une poche, et puis ça n'a pas tenu, il a eu une poche, enfin, son copain est parti, l'a laissé. Et puis il a fini par revenir, ils se sont mariés, elle m'a envoyé sa photo en mariée avec la robe blanche. Et puis elle a fini par décéder 10 ans plus tard. Et elle m'est restée parce que c'était touchant, parce qu'elle était gentille, parce qu'elle était jolie, parce que humainement, vous aviez accroché avec bah voilà, oui. C'est des gens qu'on suit quand même pendant longtemps, donc il y avait aussi un malade qui m'avait, pour une coloscopie, je le suivais régulièrement par des coloscopies de contrôle. Et un jour, il m'a apporté une petite bouteille dans laquelle il avait introduit les éléments de la Passion du Christ. Il y avait une croix, il y avait une échelle, il y avait une lance. Il me l'avait donnée. Bon, c'est un peu maladroit, mais je l'ai toujours dans ma bibliothèque, cette petite bouteille. Oui, c'est des choses qui marquent, c'est des normal. manifestations, Oui, voilà. oui. Et en histoire plus chouette, en rémission chouette. Une histoire rigolote, là, pour le coup, mais qui n'est pas triste du tout. C'est une jeune femme qui était venue pour une coloscopie. Je ne sais plus pour quelle raison on lui faisait sa coloscopie. Elle avait un côlon qui était rigoureusement bien préparé, mais qui était vert fluo. Mais vert fluo. Vert fluo. Comment c'est possible? On voyait très très bien,
Mais les vaisseaux, au lieu d'être rouges, ils étaient vert foncé, et puis la paroi était vert fluo. Ah oui. Alors, j'avais commencé par engueuler le personnel en disant vous avez tripoté la télévision, c'est pas possible, vous allez tout dérégler. Non, non, monsieur, je vous jure. Et puis, donc, je lui fais sa coloscopie, il n'y avait rien de spécial. Et une fois qu'elle a été réveillée, je vais la voir et je lui dis mais c'était parfait votre préparation, mais expliquez-moi pourquoi vous aviez les boyaux vert fluo. Elle me dit oh là là, j'ai fait une bêtise. J'ai mis du sirop de menthe dans la potion. Le sirop de menthe lui avait coloré ses boyaux Alors voilà. en Si vous vert. avez une colo à faire, ne mettez pas de sirop de menthe, sinon Ça va le poser médecin problème. va engueuler les autres en disant vous avez touché la téloche, on reconnaît plus rien, c'est n'importe quoi. Oui, ça fait des anecdotes bien marquantes du coup, Ça, de toute façon, oui. j'imagine. En tout cas, on a passé un super moment. Oui, avec c'était vous. vraiment, Bah, moi aussi, ça a été vraiment très très intéressant pour moi. Et vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment, je vous remercie. Juste, Avec plaisir. Regardez, voir un petit peu. En termes de dons, c'est ça? Ouais, parce que j'ai pas vraiment vu pour le moment. On est à 945 €. Merci énormément. Ah, De c'est bien, récolter, en tout cas. oui. sympa. Et c'est que le début du week-end, parce qu'on est Et là c'est que jusqu'à lundi, minuit. Jusqu'à lundi minuit, ouais. Donc, D'accord. on va avoir des streams différents là. Et en fait, on essaye d'animer un peu avec les communautés, avec les donation goals, des déguisements, des missions de karaoké, Des missions, plein de choses. Des missions de dessin, des missions sportives. Voilà. Il va y avoir des pompes, il va y avoir des tractions, il va y avoir. Enfin voilà, il y a un engagement aussi physique, des déguisements, enfin voilà. En termes d'interview, pour les personnes qui sont là demain, on sera aux côtés d'une sophrologue et sonothérapeute, du coup, Karine Regasaxi du coin, Voilà. qui est ma maman, mais du coup, elle vient aussi parler. Parce que, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, en termes de médecine douce et secondaire, mais ça va avec un beau complément, je trouve, que Ah bah, de tout la à fait, médecine oui. classique. Ben, c'est justement un peu l'axe où on va aller, et puis on va aussi aborder le côté musique Mm. et tout le travail aussi sur les, les ondes et savoir ce qu'on écoute, les tonalités, etc., etc., le sentiment que ça peut développer à l'intérieur et surtout l'impact que ça peut avoir aussi à l'intérieur, à la fois psychologiquement, sentimentalement bien évidemment, parce que c'est de la musique, c'est de l'art et ça s'adresse aux sentiments, mais ça a aussi un impact physique sur la matière. Et donc, Oui. du coup, comment est-ce que ça marche? Elle va nous amener aussi cet éclairage-là. Et moi, je vais amener l'éclairage musical aussi. Et pourquoi ces couleurs et comment ça marche, etc., etc. Et on va vous parler de l'A440 et de l'A432 et pourquoi on préfère l'un plutôt que l'autre, etc., etc. Et on va parler aussi de soins, que voilà. Mais, Mais toutes les médecines douces, entre guillemets, sont bonnes dans la mesure où elles apportent un bénéfice aux gens, à condition qu'on n'influe pas sur le vrai traitement. Oui. Il ne faut surtout pas qu'on remplace un vrai traitement, même s'il est pénible, par une, je sais pas quoi, oui, par une infusion de complément. on verveine. n'est pas en négation du traitement médicamenteux. C'est un complément. C'est un complément. C'est vraiment pour accompagner la personne. Et là, ça peut apporter beaucoup. Et ça, oui, Oui. complètement. Ouais. Je Et vous sais. parliez de musique tout à l'heure. Il est prouvé maintenant que Jean-Sébastien Bach, par exemple, apporte une sérénité. C'est le rythme, c'est ce qu'on veut. Jean-Sébastien Bach, c'est la régularité et c'est la musique ininterrompue. C'est apaisant. Et c'est toujours apaisant. Alors que Mozart est beaucoup plus stimulant Oui. dans le cerveau, mais est moins rassurant parce qu'il est beaucoup plus volubile, alors que Bach est d'une constance Ouais. assez impressionnante. Musique à déconseiller pour une personne qui essaye de faire quelque chose qui va la rassurer. Vous évitez Beethoven et vous évitez Wagner. Parce que là, on est plutôt sur des changements un petit peu trop violents. Allez écouter du Liszt, allez écouter du Bach, bien évidemment. Allez écouter aussi tous les préludes de Chopin au piano. Et c'est un exercice que je vais vous proposer demain, justement, sur les préludes de Chopin, puisque, en fait, il a fait toutes les tonalités possibles
Et à savoir qu'en fait, on a tous notre tonalité dans l'oreille et sentimentalement, on a tous un truc qui nous correspond. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce matin, pour votre présence, docteur. Vraiment, c'était Merci très à vous. Merci agréable. pour votre temps. Et Merci puis, à vous. on vous retrouve du coup. Moi, 13h pour le challenge maquillage par Dave, les tours avec Lyoko. Et je Ouais. pars cet après-midi avec notre cher Al pour des parties de fou rire sur Call of Voilà, c'est Duty. ça. Et moi, à 14h, je sais plus ce que je fais. Voilà, je sais plus ce que je fais, mais vous avez mon programme dessous, vous avez le site aussi pour savoir. Et puis, du coup, je vais aller regarder un petit peu. Restez bien en ligne avec nous. On va se mettre en pause en Je termes vais me de... mettre en peine de pause et puis je vais essayer de regarder pour raid quelqu'un. J'avais plus le chat sous les yeux. Ah oui, moi je suis sur Minecraft. Est-ce que le clair de lune, oui, est joli, mais on n'est pas dans le même univers. On l'a perdu dans la musique. Du coup, cet après-midi, moi je suis sur Minecraft. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la bande qui est en live à l'heure Je actuelle? crois pas. Et je pense pas, hein. Je pense pas, mis à part si mon Fordi est parti sur son. Mais je crois qu'il est parti cet après-midi. Non, il n'y a personne. Hein. Non. Il n'y a personne. Eh ben, on vous donne du coup rendez-vous cet après-midi, À donc 13h, 13h chez Night, 14 avez le nom. chez moi, 14 aussi chez Fordi, je crois, du coup, puisqu'il avait dit qu'il partait sur son speedrun. Rétro gaming. J'arrivais plus à trouver le mot. En tout cas, je vous remercie. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci à Et vous. puis, on enverra l'interview Oui. à la Ligue pour que vous en ayez une D'accord. trace dans vos archives aussi. Très En très tout cas, volontiers. on vous remercie énormément. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais me lever. Ça va être le plan le moins joli du truc parce que je vais m'approcher et vous allez voir ma tête en très gros. J'en suis désolé. Mais en tout cas, je vous embrasse. Merci Et je à vous dis tous cet et à après-midi. tout à Au l'heure. revoir à tous.